Bonjour à toutes et à tous mes élèves de troisième. Nous débutons cette semaine un nouveau chapitre et, comme je vous l'ai annoncé dans votre cahier de texte, il s'agit aussi du dernier chapitre de géographie de l'année. Il s'agit du chapitre 11 qui porte sur la question de l'aménagement du territoire. Pourquoi aménager le territoire et comment le faire? L'aménagement concerne toutes les activités publiques qui visent à assurer une bonne répartition des hommes et des activités sur le territoire. La construction de la tour Éclat au pied de notre collège, qui devrait être terminée en 2022, est un exemple d'aménagement. C'est la tour en verre la plus haute sur l'image. Pour vous repérer, vous voyez tout en bas à gauche de l'image de notre collège en forme de H et tout à droite la tour Défense 2000. Donc la tour Éclat va s'élever entre les deux à 220 mètres de haut sur 48 étages. Elle sera la deuxième plus haute tour de la Défense pour accueillir 6000 salariés. C'est essentiellement une tour de bureau, mais qui va également permettre l'installation de commerces, ainsi qu'une promenade végétalisée, inspirée de ce qui est fait à New York. Par ailleurs, concernant les transports, la ligne 15 du projet du Grand Paris Express, qui a pour objectif de relier les banlieues entre elles, verra probablement sa gare ouvrir sous la tour Éclat. Voyez l'arrêt La Défense sur le tronçon vert de la carte. Cela va donner encore plus d'attrait à notre quartier, qui est déjà le premier quartier d'affaires d'Europe. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la façon dont on peut aménager le territoire pour répondre aux inégalités. Pour ce faire, nous allons commencer par étudier l'exemple du musée du Louvre, qui a installé une annexe dans le nord de la France, à Lens, région fortement marquée par le chômage. L'idée est ici de redonner du dynamisme à la région par la culture. Je vous montre une vidéo qui vous présente le projet et je vous laisse compléter les cases qui se trouvent de part et d'autre de l'affiche du musée. N'oubliez pas de surligner en vert, comme d'habitude, la définition. Et il faut remonter à novembre 2003 pour retrouver le début du projet, la première trace de la candidature lensoise, même si tout s'est joué un an plus tard. Le Louvre-Lens, où, quand, comment, pourquoi? Sylvia Gonzalez. Au début des années 2000, le Louvre a voulu sortir de son palais royal et remplir autrement ses missions éducatives et sociales. La solution, sortir de Paris. En 2003, Lens et d'autres villes de la région sont candidates pour accueillir le musée, une locomotive économique sociale très attendue dans le bassin minier. Nous avons plus besoin du Louvre qu'ailleurs car c'est à mon avis le seul point de sortie du marasme économique dans lequel nous nous sommes installés depuis quelques années. En juillet 2004, le gouvernement se laisse convaincre par l'énergie lensoise. La ville est mobilisée derrière le projet, la région aussi. En novembre, c'est officiel. Lens accueillera la nouvelle antenne du musée du Louvre. Je pense aujourd'hui à ces trois personnes qui habitent juste à côté du terrain et dont j'avais senti l'émotion. Eh bien, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui, je suis sincèrement ému. Nous avions un tel retard qu'aujourd'hui nous apporter le Louvre, c'est nous redonner espoir. Nous ne sommes pas simplement la région de Métal Europe. Nous sommes aussi la région du Louvre, sur une grande friche minière, à côté de la cathédrale du sport, le Stade Bollard. Un symbole social très fort. Le Louvre sera implanté près des terris de la fosse 9 bis de Lens, une autre pyramide. Le Louvre à Lens a surpris, agacé. Pour beaucoup, c'est un choc culturel. Pour les porteurs du projet, c'est une ambition, celle de retrouver un public éloigné des toiles de maître et réussir une greffe pas vraiment évidente au premier coup d'œil. Dès le départ, le projet s'est construit avec les habitants, en témoigne la maison du projet, un lieu emblématique de cette volonté d'ancrage dans le territoire. À Lens pourtant, même si on se réjouit d'un nouvel équipement, on ne croit pas forcément à la baguette magique de la culture. Ils vont mettre dedans des peintures. Vous savez pas non plus? Bon, moi je m'en fous. Moi, c'est plus le football. Je trouve que le centre-ville commence à mourir à cause de ça, parce que le maire veut tout délocaliser à côté du Louvre. C'est un beau projet et la région en avait probablement besoin aussi. C'est très important pour la ville, pour tout le monde, ça va nous ramener beaucoup de gens, nos commerces vont mieux tourner. On ne se sent pas concerné, je pense pas que c'est adapté à la région Nord-Pas-de-Calais en fait. Lens et le Louvre ont fait un pari, celui de la culture dans une ville marquée par les mines et le football. La première pierre est à peine posée que déjà la greffe pose question, un enjeu avec lequel il faut être patient. Lorsque le musée de la piscine a vu le jour il y a 10 ans, sa pertinence a elle aussi été remise en cause à Roubaix. Aujourd'hui, c'est le 5e musée de France et la vitrine de la ville. Sous les yeux, vous avez une carte à compléter concernant les 13 régions françaises. Et vous devrez préciser dans quelle région se trouve Lens, et donc cette annexe du Louvre.
Pour ce faire, aidez-vous du croquis page 287 et refaites l'exercice autant de fois que possible afin de bien mémoriser cette carte. Dans un second temps, faisons le point sur les inégalités territoriales en France. Donc, il y a tout d'abord des inégalités de logement. Certes, nous vivons dans un pays développé, mais une partie de la population française souffre de mal logement. Comment cela se caractérise-t-il? Pour y répondre, vous lisez les documents 2 et 3, page 292. On parle de mal logement quand l'habitat est dégradé. Par exemple, les personnes qui vivent toute l'année dans un camping, les gens du voyage qui n'ont pas d'air spécifique, les logements inconfortables, insalubres, quand il n'y a pas d'eau courante, donc pas d'eau au robinet, pas de douche, pas de WC, etc. Ou encore les migrants qui vivent en foyer dégradé. Cela concerne 2,2 millions de personnes. Par exemple, cette affiche de la Fondation Abbé Pierre montre une mère et son fils qui vivent dans un studio en très mauvais état. Tout est dans la même pièce, que ce soit le lit, la cuisine, le salon. Les murs sont très abîmés par l'humidité. Il y a vraisemblablement des problèmes d'électricité. Ils ont froid, ils portent des gros pulls, une écharpe, car certainement le chauffage fonctionne peu ou pas. Là, on est très clairement dans une situation de mal logement. On parle également de mal logement quand les logements sont surpeuplés. Par exemple, une famille de 4 personnes qui vit dans un 2 pièces. Près d'1 million de personnes sont concernées. Et on parle encore de mal logement pour les personnes qui n'ont pas de domicile personnel, donc les sans domicile fixe, ce qui concerne près de 850 000 personnes en France. Donc en tout, cela fait plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées. Cela est bien sûr en lien avec les prix du logement. Quelles sont les régions où le prix de l'immobilier est le plus élevé? Sous les yeux, vous avez la carte du prix moyen par mètre carré. Lorsqu'on achète un appartement ou une maison, plus la couleur se rapproche du rouge, plus le prix est élevé. Vous remarquez qu'il s'agit essentiellement des zones frontalières et du sud-est de la France. Avec un focus particulier sur Paris, les prix sont compris entre 8 et 15 000 euros par mètre carré. Donc pour un appartement de 100 mètres carrés par exemple, entre 800 000 et 1,5 million d'euros. Ce qui rend évidemment son accession quasiment impossible pour la majeure partie des Français. Il y a donc inégalité socio-spatiale, car les inégalités se marquent dans l'espace et on habite là où on a les moyens de se loger. Quelles peuvent être les solutions à ces inégalités de logement? Je vous demande de regarder les 2 documents, page 293, afin d'y répondre. Vous avez le document 4, qui concerne la rénovation urbaine dans un quartier de Lille, le quartier de la Porte de Valenciennes. D'anciennes barres d'immeubles des années 60 ont été détruites et remplacées par la maison Stéphane Hessel, qui abrite une crèche, une auberge de jeunesse et un centre d'économie sociale et solidaire, dans un bâtiment contemporain aux couleurs attractives. Et en document 5, vous avez un texte d'une agence de conseil en développement qui propose des solutions pour lutter contre la crise du logement en France. Donc après s'être intéressé aux inégalités de logement, intéressons-nous aux inégalités d'accès aux soins. Je vous laisse regarder la bande-annonce du film Médecin de campagne et de répondre à cette question. Quel est le sujet du film? Quel est le problème évoqué? Et comment appelle-t-on cette raréfaction de l'offre de santé dans certaines régions? Donc, quels sont plus largement les problèmes de santé en France? Où sont-ils localisés? Donc, pour y répondre, nous prenons le document 4 à la page 294. Donc, le premier document à gauche est une carte qui montre l'évolution du nombre de médecins entre 2007 et 2013. Les départements en vert sont les départements où le nombre de médecins a augmenté, ceux en rouge là où il a baissé. Le document 2 est une carte qui montre le temps d'accès à un service d'urgence. Les régions en jaune montrent un temps d'accès acceptable car inférieur à 30 minutes, mais les régions en orange voire en violet montrent un éloignement très net de la population. Donc une partie de la population est dans une situation très compliquée en cas d'urgence de santé. Donc à l'aide de ces documents, je vous laisse compléter le schéma. Je vous laisse également seul prendre le document 1, page 294 et de répondre à la question de la désertification. Et on va s'arrêter là pour cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine de travail et à lundi prochain. Au revoir.